Bonjour et merci à la Métropole de Lyon pour l'invitation de ce matin. Donc, notre objectif, c'est présenter la démarche d'innovation sociale autour de l'économie circulaire dans la filière textile. Donc, pour vous présenter rapidement les 107, c'est une association loi 1901 qui travaille sur le territoire de la Métropole de Lyon pour accompagner les acteurs publics, les entreprises, les secteurs de l'économie sociale et solidaire à développer des projets impact positif qui vont répondre aux enjeux sociaux et environnementaux du territoire. Donc, pour faire ça, on a 4 activités. Donc, la première, c'est les laboratoires d'innovation sociale. Justement, c'est dans le cadre des laboratoires où on va animer la télé aujourd'hui. Notre deuxième programme, c'est le programme d'accélération où on accompagne des entreprises sociales à développer leur stratégie partenariale. Donc, on est sur notre 5e promo et chaque année, on accompagne 8 entreprises à développer vraiment son stratégie partenariale. Et troisième programme, les 107 solutions, donc c'est une activité consulting où on accompagne des acteurs privés et publics pour développer des solutions à la mesure de ses besoins. Et pour finir, Entreprendre pour le territoire, notre dernier programme où on accompagne les collectivités à faire naître à l'intérieur de son territoire des projets d'innovation sociale et économie sociale et solidaire. Donc on parle de recyclerie, ressourcerie, des projets autour de la mobilité, toujours avec un axe de création d'emplois et un axe de collaboration entre acteurs. Donc c'est un peu les caractéristiques des projets du 107. Donc, pour vous expliquer un peu c'est quoi un laboratoire d'innovation sociale et qu'est-ce qu'on fait dedans. Donc, basiquement, on va identifier un sujet clé, une problématique peu ou mal traitée, des sujets comme la précarité énergétique, comme l'économie circulaire dans les BTP ou encore la cyclo-logistique ou la logistique du dernier kilomètre. Ce sont des sujets qu'on travaille dans les LAO aujourd'hui. On est sur notre 11e laboratoire. Donc, notre objectif, c'est mobiliser les acteurs concernés sur cette problématique. Donc, dans le cadre de l'économie circulaire et textile, c'est l'enjeu qui nous réunit aujourd'hui. On a mobilisé des entreprises comme Enedis ou les groupes RG qui sont aujourd'hui présentes, qui ont témoigné plus tard dans l'atelier. On a mobilisé des acteurs de l'économie sociale et solidaire comme les foyers Notre-Dame Sans-Abri, comme la Fondation des paralysés de France ou encore Rivers, par exemple, ex-tissu solidaire. Et on a mobilisé des acteurs publics dans la métropole de Lyon qui travaillent sur les groupes pour réfléchir ensemble à c'est quoi les types de projets qu'on doit mettre en place, c'est quoi la stratégie collaborative à mettre en place pour améliorer la circularité dans les secteurs textiles. Donc, dans cette démarche, on commence toujours avec une analyse des besoins. On va identifier un peu les problématiques ou les sujets clés autour de la thématique. Par exemple, sur l'économie circulaire textile, on a parlé de la consommation, de la éco-conception, du recyclage, de la relocalisation de l'industrie, des chutes de production ou encore les textiles professionnels. Donc, c'est autour de ce type de problématiques où après les collectifs se positionnent pour dire où on ajoute plus de la valeur, sur quel type d'action à l'intérieur d'une problématique tellement vaste comme l'économie circulaire dans la filière textile, dans quelle problématique on peut ajouter la valeur ou à partir de quel axe. Et les collectifs se positionnaient justement sur la réparation et sur la partie vêtements professionnels. Donc c'est un peu le sujet. On va vous présenter les solutions que les collectifs sont en train de mettre en place. Et à la fin, donc on est justement sur notre avant-dernier laboratoire la semaine prochaine. On est en phase de conception, donc on va identifier de quelle manière mettre en place la solution. Donc la logique aussi des laboratoires, c'est on travaille une partie collective avec les acteurs et après on va tester sur le terrain la solution qu'on a conçue, on a imaginée ensemble. Et donc voilà, moi je te laisse la parole Lucie pour continuer la présentation. Oui, et vous avez un petit panorama des acteurs qui participent avec nous à la dynamique. Que David a cité juste avant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les textiles professionnels, juste un petit panorama des enjeux de la filière textile, un peu pour plomber l'ambiance, mais c'est un constat qui est quand même assez alarmant. C'est une des filières les plus polluantes au monde, l'industrie textile. Vous savez qu'on produit de plus en plus de vêtements de mauvaise qualité. Aujourd'hui, ce qu'on produit, ça s'apparente pas mal à du plastique. Donc, on est dans une économie assez linéaire encore, c'est-à-dire qu'on produit et puis on jette beaucoup.
et le fait que justement ce soit des fibres qui sont complexes, qui soient apparentes à du plastique, ça fait que ça en libère beaucoup dans les océans dès que vous lavez vos vêtements. Et surtout, aujourd'hui, on a peu de procédés de recyclage en fait de ces textiles-là. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on en collecte une bonne partie auprès des particuliers. On estime qu'il y a à peu près 40% de ces textiles qui sont collectés, mais néanmoins, il n'y en a qu'un faible pourcentage parmi ceux-là qui sont en réalité recyclés et une grande partie qui part agrandir les poubelles en Afrique notamment. Donc ça, c'est un peu voilà, le constat environnemental. D'un point de vue social, on a subi une forte période de délocalisation, ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'emplois qu'il pouvait y en avoir dans les années 60, par exemple. Mais néanmoins, on est aussi sur un territoire, région Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'industries qui sont encore présentes, donc à redynamiser. Et aussi, ce qui nous intéresse dans cette industrie, c'est qu'il y a une grosse partie de l'activité de collecte et de tri qui est gérée par l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, tous les acteurs que vous connaissez, qui sont par exemple le Relais, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, Emmaüs, etc., ce sont eux qui créent des emplois en insertion, donc pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, et qui gèrent toute la collecte dans les points d'apport volontaire et qui trient ensuite ces textiles-là. Ce qui n'est pas tout à fait noir non plus, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une bonne évolution, on va dire, de la demande des consommateurs, ce qui pousse les marques à s'engager davantage pour l'environnement. Et le contexte réglementaire va aussi dans ce sens. Donc aujourd'hui, on a la loi AGEC, notamment, qui va être mise en œuvre à partir de février 2022. Qui interdira la destruction des textiles invendus. Donc vous savez, tous les jeans qui sont, enfin les scandales sur les jeans lacérés qui sont jetés alors qu'ils n'ont pas été portés, ça normalement à partir de février 2022 ce sera interdit. C'est déjà une avancée et puis on peut espérer aller vers par exemple des taux minimaux d'incorporation de matières recyclées dans les textiles neufs qu'on produit. Donc voilà un petit peu pour le contexte réglementaire général sur la filière textile. Et comme le disait David tout à l'heure, en fait, évidemment, il y a plein de sujets et il y a plein d'acteurs, heureusement, qui se positionnent pour travailler sur le recyclage, sur l'éco-conception, sur la relocalisation de certaines filières. Donc nous, l'idée, c'était de se dire où est-ce qu'en tant que collectif, on peut avoir de la valeur ajoutée à travailler sur un sujet en particulier. Et donc, on s'intéresse au gisement des vêtements professionnels. Donc si on parle un petit peu de ce gisement pour le caractériser, donc les vêtements professionnels, c'est tous les uniformes qui sont portés par exemple le secteur du bâtiment, de la restauration, les collectivités, etc. Donc ça fait quand même un gisement conséquent. On estime à 8 millions de Français et Françaises le nombre de personnes qui portent des vêtements professionnels, donc voilà, c'est quand même pas mal. Et ce qui est aussi particulier, si on continue un peu de caractériser ce gisement, c'est que c'est des textiles qui sont quand même de bonne qualité parce qu'ils doivent répondre, dans certains cas, on le verra tout à l'heure avec Alexandra, à des enjeux de sécurité. Donc par exemple, faire attention que ça prenne pas feu si c'est des gens qui travaillent sur des lignes à haute tension, par exemple. Donc, ce qui fait que c'est des textiles qui sont de qualité, qui répondent à des normes et parce qu'ils répondent à des normes, ils ont aussi des durées de vie limitées. On ne peut pas les laver 150 000 fois. Ils ont un nombre de lavages limité et ensuite, ils sont plus utiles. Donc, la fin de vie, cette question-là, elle se pose pour ces textiles professionnels. Et enfin, dernière caractéristique, c'est un gisement qui est hors de la responsabilité élargie des producteurs. Donc c'est-à-dire que, vous le savez, aujourd'hui, en France, il y a des éco-organismes qui collectent en fait des taxes. À chaque fois qu'on achète un vêtement neuf, en fait, il y a une taxe qui est prélevée, qui est gérée par un éco-organisme, et ce fonds sert à financer tout ce qui est valorisation et recyclage. Donc c'est le cas pour beaucoup de filières, par exemple le mobilier, l'électronique. C'est le cas aussi pour les textiles. Donc c'est Refashion, l'éco-organisme, mais en fait les textiles professionnels ne rentrent pas dans cette catégorie. Donc en fait, il n'y a pas de système organisé aujourd'hui qui permet de collecter une taxe et de financer la fin de vie de ces textiles. Donc il y a un petit peu un vide, on va dire, autour de ça, mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant de développer nous-mêmes des systèmes qui permettent de financer cette fin de vie. On reviendra un petit peu plus avec nos deux témoins sur les textiles professionnels, mais rapidement, comme l'a dit David, l'objectif de ce groupe de travail, c'est de faire émerger des nouvelles solutions, bien sûr en partenariat avec ce qui existe déjà sur le territoire, et c'est pour ça qu'on discute avec vous aujourd'hui. Vous avez sûrement des idées aussi d'initiatives qui se développent. Mais aujourd'hui, on réfléchit à deux volets. Deux idées de solutions pour travailler sur cet enjeu-là. Le premier, c'est la réparation.
des vêtements professionnels. Donc la réparation, c'est une des meilleures solutions, avant même de penser au recyclage. C'est une solution qui, bien sûr, permet d'allonger la durée de vie des textiles. Et puis, c'est aussi à fort potentiel de création d'emplois, parce que nous, l'objectif, c'est aussi de développer des solutions qui créent de l'emploi pour des personnes qui sont en insertion. Donc ça permet, on peut imaginer que ça développe des emplois et que ça développe aussi des compétences, des savoir-faire. Notamment si on pense à mettre en place des collaborations comme ça se fait déjà sur des textiles outdoor. Par exemple, vous connaissez les marques Patagonia, ils réparent. Enfin voilà, ça c'est en fait la réparation, ça devient de plus en plus répandu, on va dire, même si c'est encore un peu balbutiant, mais ça se fait de plus en plus. Il y a des expérimentations, par exemple, qui se font entre Decathlon et des structures de l'insertion pour mettre en place des réparations simples. Donc c'est ce qu'on pourrait imaginer dupliquer à des textiles professionnels, donc pour des réparations simples aussi, mais avec l'enjeu de former aussi à des réparations qui sont plus complexes pour pas lever ces normes, parce que si on change de fermeture, faut pas mettre n'importe quelle fermeture éclair, par exemple, pour que ce soit toujours normé. Donc il y a un fort enjeu quand même de formation et de travailler un peu main dans la main avec des acteurs qui peuvent faire des réparations simples, des acteurs qui sont plus formés, peut-être des couturiers professionnels, et puis les entreprises utilisatrices de textiles pro et ceux qui les fournissent. Donc il y a toute une chaîne un peu comme ça à créer. Donc ça, c'est sur l'enjeu de la réparation. Et sur la valorisation, du coup, c'est ce qui concerne tous les textiles, on va dire, enfin, idéalement, tous les textiles qui ne peuvent pas être réparés. Donc là, l'enjeu, c'est de développer plutôt les solutions de recyclage. Alors, pas forcément que de recyclage, mais c'est un peu de mettre en lien ce gisement textile identifié, caractérisé, avec les solutions qui sont capables de traiter ce gisement. Donc, on pense au recyclage, mais ça peut être aussi de l'upcycling, ça peut être du don, etc. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est aussi intéressant de repartir de la demande des acteurs qui traitent le gisement. Donc ça peut être des acteurs qui utilisent des textiles recyclés, ça peut être des cellules R&D qui ont besoin de textiles pour développer des choses, ça peut être par exemple d'autres acteurs qui créent des isolants ou des absorbants muraux. À Paris par exemple, il y a une structure qui fait ça, qui utilise des uniformes des pompiers pour recréer de l'absorbant mural, et eux ils ont besoin d'un gisement qui soit caractérisé, qui soit quantifié et qui arrive régulièrement. Donc là l'idée c'est un peu de synchroniser cette offre et cette demande-là. Bien sûr, toujours pareil, de travailler avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont des savoir-faire au niveau de la collecte et du tri. Donc là, l'idée, ce serait aussi de pouvoir développer le tri par composante, par couleur, donc aller sur des choses, monter un petit peu en compétence sur cette question-là. Même si on est conscient que ça demande aussi pas mal d'investissements pour des infrastructures qui faciliteraient le tri, qui enlèveraient les points durs, par exemple. Donc voilà, encore une fois, heureusement, il y a déjà des initiatives, qu'elles soient nationales comme FreeVep ou autres, qui ont amorcé un peu ce changement-là, qui ont mis en place des expérimentations. Donc nous, le but, c'est de pouvoir se mailler un peu avec ces expérimentations et voir ce qu'on peut reproduire, répliquer aussi à l'échelle plus régionale. Donc voilà pour cette présentation un peu rapide des solutions qu'on a imaginées jusqu'à présent. Et ce que je vous propose, c'est d'entendre un témoignage d'un regard un petit peu extérieur. Donc on est avec Alexandra Franchelin déjà pour commencer de Enedis, donc, qui participe à notre groupe de travail. L'idée, ce serait de présenter, Alexandra, un peu les motivations qui poussent Enedis à travailler sur cet enjeu-là, de rejoindre le groupe de travail et puis de traiter des textiles professionnels, et puis éventuellement les freins aussi que vous pouvez rencontrer, puisqu'on est dans du partage d'expérience, donc c'est de dire aussi peut-être les trucs qui marchent pas trop. Merci. Oui, merci Lucie. Donc je me présente, Alexandra Franchelin, je suis interlocutrice privilégiée pour les collectivités au sein d'Enedis. Donc dans un premier temps, je vais resituer Enedis parce qu'on a souvent tendance à nous confondre. Donc nous sommes le distributeur d'énergie. Nous travaillons pour l'ensemble des clients, quel que soit le fournisseur que chaque client choisit. Donc nous sommes sur le territoire, nous sommes une entreprise technique, nous intervenons pour dépanner le réseau, pour le déployer et pour faire tous les chantiers de raccordement, branchement que les collectivités ou que le client a besoin. Donc nous sommes, comme je le disais, une entreprise dite technique avec des techniciens qui ont des dotations de vêtements images de marque. Alors j'en ai amené quelques-uns là en exemple.
Ils ont une dotation, comme le disait Lucie, ce sont des dotations qui doivent respecter des normes de sécurité. On travaille en contact avec le réseau de distribution, avec l'électricité. Donc on a des normes bien spécifiques à respecter et avec un nombre de lavages identifiés et spécifiques. Donc nous, en fait, on va dire qu'on a déjà travaillé, on a déjà fait un premier pas, notamment sur le lavage. L'objectif d'Enedis dans sa politique RSE était d'inclure les entreprises ESS, les ESAT, pour effectuer déjà ce ramassage au sein des bases opérationnelles, pour récupérer les vêtements et pour les laver. Donc là, on était déjà dans cette démarche d'ancrage territorial, de politique RSE. Mais maintenant, la deuxième phase était la fin de vie de nos vêtements. Donc le 107, on a travaillé avec le 107 sur cette proposition. On a été volontaire parce que d'abord, c'est un collectif d'entreprises. Donc un collectif d'entreprises sur le territoire, on est toujours meilleur à plusieurs en apportant des solutions. Le 107 anime des ateliers qui sont très dynamiques avec des nouveaux process, des nouvelles procédures qui nous permettent tous l'intelligence collective, qui nous permettent de créer, d'idéaliser des conceptions. Donc on était totalement partant sur cette démarche et puis être complètement un acteur dans la transition écologique et pousser le pas sur ce recyclage qui nous semble indispensable. Au niveau des... Est-ce qu'il y a des limites ou des actions qui ont déjà, d'autres actions qui ont déjà été mises en place, ou est-ce que toi tu identifies des freins chez Enedis? Les freins, on va dire. Alors la motivation, tout d'abord. La motivation, c'est faire quelque chose de nos habits images de marque, faire en sorte qu'ils aient une deuxième vie, parce que comme le disait Lucie, aujourd'hui on n'est pas taxé sur cette fin de vie. Donc il faut qu'on soit acteur. L'objectif, c'est de sensibiliser aussi tous nos salariés, parce qu'ils ont aujourd'hui leur dotation, c'est de leur propriété, ils sont attachés à leurs vêtements image de marque, c'est un attachement à l'entreprise, donc il faut qu'on fasse de la sensibilisation à l'interne pour aller rechercher les bonnes idées et pour faire en sorte que nos salariés rendent ces vêtements image de marque. Ensuite, l'objectif, c'est de valoriser cette action, d'aller travailler avec les salariés pour qu'ils puissent faire émerger des idées qui soient vraiment sur l'ancrage territorial aussi, qu'on reste sur ce dynamisme territoire, et puis de faire en sorte que chacun amène sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse développer des nouvelles actions de recyclage et répondre bien entendu au double enjeu qui est social et environnemental. Ensuite, on va avoir le frein du coût. Parce que il faut pas que la deuxième vie soit ait un coût important dans ce recyclage. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble sur ce coût. Et puis l'objectif, c'est de rester aussi dans une démarche territoriale et de vraiment travailler avec les acteurs du territoire. Et donc l'avantage que l'on a aussi, c'est qu'on est une grande entreprise nationale, donc on peut faire du lobbying aussi ou du benchmark auprès de nos autres régions, mais l'objectif, c'est de travailler sur la région pour éviter aussi tout ce qui est transport trop important. Donc c'est de travailler sur cette maille régionale. Merci. Et puis piloter cette nouvelle action. Il va falloir, une fois qu'on aura trouvé des nouvelles solutions, il va falloir qu'on pilote cette action. C'est une nouvelle activité. Donc, trouver des nouveaux acteurs et piloter au mieux sur cette maille régionale. Merci beaucoup, Alexandra. Je propose à Marie du coup de prendre la parole et présenter encore un autre regard. Il y a d'autres micros là, si tu veux. Celui du distributeur. Je te laisse présenter le groupe RG et puis présenter un peu même topo que Alexandra. Merci. Bonjour à tous, donc moi je suis Marie Eschmann, je suis responsable RSE du groupe RG. Le groupe RG, c'est un distributeur d'EPI, donc d'équipements de protection individuelle, dont
dont les fameux masques, mais aussi donc des vêtements professionnels, donc aussi bien des vêtements d'image que des vêtements de visibilité, etc. Et on est présent sur le territoire national et également dans différents pays d'Europe, mais notre siège est à Saint-Priest. Et voilà, donc on était content de pouvoir rejoindre cette expérimentation, puisque c'est un sujet sur lequel on avait commencé à travailler entre guillemets dans notre coin. À une échelle plutôt nationale, puisqu'on travaille avec différents types de clients, aussi bien des grands comptes que des artisans. Mais du coup, la plupart de nos clients grands comptes notamment sont présents sur l'ensemble du territoire. Donc on avait besoin de pouvoir trouver une solution à l'échelle nationale. Mais on est content d'avoir rejoint cette expérimentation. Déjà parce que le secteur des EPI, donc et notamment les vêtements professionnels, c'est le secteur du textile, avec les impacts environnementaux et sociaux dont tu as parlé tout à l'heure. Et nous, on a une vraie volonté en tant que distributeur de contribuer à la transition de ce secteur vers un modèle qui soit plus responsable. Du coup, ça passe par plus de circularité et puis aussi un modèle plus solidaire. Donc c'est ce qui nous plaisait aussi dans l'expérimentation du 107, c'est le fait qu'autour de la table on mette différents acteurs de la filière et que dès le départ on inclut des entreprises de l'ESS. Donc ça voilà, ça correspondait vraiment à ce qu'on souhaitait faire. Donc voilà pourquoi on a eu envie de rejoindre cette expérimentation. Le côté très concret, en fait, tu l'as dit, Alexandra, voilà, le fait à l'échelle d'un territoire de pouvoir vraiment tester et de manière concrète et puis partager nos diverses expériences. C'était aussi un des points on se disait que voilà, humblement on pouvait apporter notre pierre, contribuer du coup en partageant notre expérience, l'expérience, les retours qu'on a de nos différents clients qui nous sollicitent de plus en plus pour trouver des solutions pour gérer la fin de vie de leurs vêtements. Et puis apporter notre expertise du vêtement professionnel. Tu l'as dit, vous l'avez dit, c'est des vêtements qui sont normés, donc on peut pas du tout avoir la même approche qu'avec des vêtements domestiques, je crois qu'on dit. Voilà, donc c'était pour toutes ces raisons-là qu'on a eu envie de rejoindre cette expérimentation. Et tu parlais du coup des besoins des clients et justement, ça c'est une demande qui est croissante, le fait de traiter la fin de vie, on en parlait juste avant. Et pour le moment, vous avez des solutions identifiées ou Alors, il commence à y avoir des initiatives du côté des fabricants. Il y a aussi effectivement des initiatives avec justement des entreprises adaptées, des ESAT. Mais souvent, ça reste à un niveau relativement local et du coup. Voilà, la difficulté, c'est effectivement de pouvoir trouver à différents endroits du territoire des solutions de ce type-là. Donc c'est bien, on voit qu'il y a des solutions qui émergent. Donc l'objectif, c'est de s'en inspirer. Mais effectivement, voilà, on trouvait que c'était intéressant de pouvoir se mettre tous autour de la table à l'échelle d'un territoire et de vraiment construire une solution. En repartant pas de zéro, mais en repartant de ce qui existe déjà. Voilà. Super. Mais effectivement, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de pouvoir accompagner, parce qu'on pourrait se demander pourquoi nous, en tant que distributeurs, on pourrait se dire un peu cyniquement que nous, plus on vend de vêtements, plus on est content. C'est peut-être. Et nous, on a une approche complètement différente. L'objectif pour nous, c'est d'accompagner nos clients sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Donc on a aussi, je l'ai pas dit en préambule, mais on est aussi fabricant, on a une marque propre. Donc on a aussi cette casquette-là. Donc on va aussi pouvoir, parce que c'est un des leviers forts, agir en amont sur l'éco-conception des produits pour limiter leur impact environnemental dans la conception, mais aussi pouvoir favoriser le recyclage. Parce c'est un des enjeux importants dans les expérimentations qui ont été menées. On sait que certaines compositions un peu complexes, ce qui est souvent le cas de certains vêtements, aujourd'hui il n'y a pas d'acteur qui est équipé pour pouvoir les traiter. Donc il y a un enjeu fort en éco-conception de pouvoir faciliter cette fin de vie. Donc voilà, donc là on agit avec notre casquette de fabricant. Et après, nous, notre volonté, c'est vraiment tout au long du cycle de vie de produit de pouvoir aider, participer à prolonger la durée de vie du produit et ensuite accompagner nos clients pour gérer la fin de vie. Pour les accompagner dans leur démarche RSE. Et puis du coup,
contribuer nous aux objectifs qu'on s'est fixés de réduire notre propre empreinte environnementale, et du coup ça passe aussi par réduire l'empreinte des produits qu'on commercialise, de leur conception jusqu'à leur fin de vie. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir partagé ces pratiques-là, enfin ce regard sur les vêtements professionnels. Et c'était un petit peu l'idée de cet atelier aussi. C'était, je vais passer là. Donc peut-être que vous avez des questions déjà sur ce qui a été dit. L'idée c'était de voir aussi, pour vous, en fonction de vos différents postes, différents rôles, le lien que vous avez avec les textiles professionnels, quelles pouvaient être soit les pratiques actuelles, soit les difficultés que vous rencontrez un peu à tous les stades de l'économie circulaire, on va dire, donc soit à l'achat, soit à l'usage. On a parlé de réparation, comment allonger la durée de vie, soit en fin de vie. Nous, la question qu'on se pose aussi, c'est de faire un peu l'état des lieux de ce qui se fait en fait aujourd'hui. Est-ce que les vêtements, du coup, s'il n'y a pas de solution de valorisation, est-ce qu'ils sont stockés quelque part et ils ne deviennent rien? Enfin, ils sont stockés, quoi, donc c'est un coût de stockage. Soit ils sont mis dans les déchets normaux et du coup, ils sont incinérés pour la plupart. Donc voilà, c'est un peu de discuter de ces questions-là, même si je pense qu'il nous reste pas beaucoup de temps, je ne sais pas. Quelqu'un peut me dire? Il est 35, ok. Ça va, alors on a un petit peu de temps. Donc c'était de discuter un peu librement de ces questions-là. Si vous avez des retours ou même d'autres idées d'initiatives, on est tout à fait preneurs pour échanger là-dessus. Bonjour, du coup je suis Juliette Ray, je suis responsable de la commande publique et des achats à la ville d'Oullins. On a passé récemment un marché justement sur les vêtements de travail et les EPI et on a voulu tenir compte de la nouvelle réglementation qui évolue en matière de recyclage et de réemploi des vêtements de travail, mais on s'est confronté à une difficulté vis-à-vis des fournisseurs qu'on avait en face de nous qui ne prennent pas trop en compte encore à l'heure actuelle ces solutions-là. Du coup, comment est-ce qu'une collectivité à l'échelle de ses achats peut être moteur justement pour amener les fournisseurs à réfléchir sur des solutions qui peuvent être proposées en matière de réemploi, de recyclage, de reprise des anciens vêtements usagés, voire même de réparation de ces vêtements. Je pense que c'est ce que vous avez dû faire. Je pense que la première chose, c'est d'intégrer des clauses, effectivement, dans l'appel d'offres. Après, effectivement, la difficulté aujourd'hui, même quand il y a de la bonne volonté, c'est que comme il n'y a pas de filière structurée et il n'y a pas d'obligation légale... Pardon. Et comme il n'y a pas d'obligation légale, du coup, effectivement, il y a des expérimentations en cours, mais même quand on a la volonté de faire des choses, c'est compliqué de trouver des acteurs qui sont équipés pour le faire. Et effectivement, chaque fabricant tout seul, c'est pour ça que c'est vraiment important, je pense, d'avancer ensemble sur ces sujets-là, parce que chacun, de manière isolée, ne pourra pas faire grand-chose, puisqu'après, il y a quand même si l'idée c'est pas de gagner de l'argent, il y a quand même une viabilité du modèle économique à trouver. Et du coup, il faut pour ça pouvoir massifier les gisements. Et puis effectivement, après, trouver les acteurs, si possible pas trop loin, parce que s'il faut faire traverser la France aux vêtements pour pouvoir les recycler, c'est pas non plus l'idée. Donc il y a vraiment un enjeu de trouver des solutions à proximité. Et elles n'existent pas toujours, ou on n'en a pas forcément connaissance. Donc c'est important vraiment de mettre en place des expérimentations et puis de communiquer dessus pour qu'ensuite on puisse justement convaincre ou proposer ces solutions-là à différents acteurs, parce qu'il y a vraiment un enjeu de massification pour que ce soit pertinent. Mais après, c'est assez complexe. Il faut effectivement, selon le type de matériaux, il y aura ou il n'y aura pas de solutions qui existent. Et puis voilà, il faut doter il faut que certains industriels s'équipent. On parlait des points durs tout à l'heure. La spécificité des vêtements professionnels, c'est qu'il y a souvent beaucoup de points durs, donc de boutons pression, de fermeture éclair, etc. Et ça complique aussi bien la réparation, puisque du coup la norme est associée à ces points durs, donc on peut pas les changer aussi facilement, puisqu'on risque du coup de perdre la norme. Donc même sur la réparation, c'est un sujet. Et ensuite sur le recyclage, il faut être équipé pour enlever ces points durs de manière industrielle. Ça peut être fait manuellement, c'est le cas de certaines initiatives où on travaille avec des ESAT. Alors c'est super parce que du coup là, ça crée de l'emploi. En revanche, effectivement, en termes de recyclage, ça prend beaucoup de temps et surtout,
on perd beaucoup de matière en fait en retirant ces points durs manuellement. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis aussi entre effectivement la création d'emplois et en même temps trouver une solution qui soit quand même pérenne économiquement parlant. Voilà. Oui, et donc, comme... mais en tout cas, je pense que plus il y aura de collectivités, enfin plus il y aura d'acteurs qui justement feront part de leur souhait d'avoir ces solutions, plus les fabricants, les distributeurs, etc. Vont mettre en place, essayer de trouver des solutions, en tout cas se regrouper. Donc pour l'instant, il n'y a effectivement pas de solution clé en main, mais en tout cas, plus dans les appels d'offres, ces mentions-là, ces clauses-là figureront, plus ça fera bouger les lignes. Et les lignes sont en train de bouger, mais c'est malheureusement pas d'un claquement de doigts qu'on peut trouver des solutions. Voilà, il faut que ces lignes bougent et c'est comme ça qu'Enedis aussi s'est inscrit dans l'objectif de faire en sorte que ces salariés rendent les vêtements images de marque. Donc on sensibilise à l'interne, on communique, on va vers les salariés pour leur expliquer aussi la démarche du recyclage, de l'empreinte carbone. Donc c'est de la pédagogie aussi à faire auprès des salariés. Donc c'est un travail que nous faisons, ce sont des discussions qui sont ouvertes au sein des équipes, parce qu'il faut savoir aussi que le vêtement image de marque est une dotation et que le salarié est attaché à cette dotation et à son étiquette d'entreprise. Son attachement est très important. Donc ça passe par des échanges au sein des équipes, ouvrir les discussions pour prendre les bonnes idées, les pratiques des uns et des autres entreprises qui sont sur le territoire, pour faire en sorte de valoriser et de trouver des solutions tous ensemble. Et du coup, j'enchaîne avec une question, mais est-ce qu'au sein de la collectivité, justement, ces textiles, ils sont récupérés pour le moment ou ils sont laissés au... Non, aujourd'hui, ils sont pas récupérés, ils sont laissés aux agents. Mais c'est l'une des pistes qui a été étudiée et dans le cadre donc de notre marché, ne pouvant pas imposer à proprement parler des clauses très complexes du point de vue de leur mise en œuvre auprès des fournisseurs, on a prévu la mise en place d'un plan de progrès sur toute la durée du marché, donc les 4 années de marché, pour essayer justement d'améliorer la distribution en quantité de vêtements recyclés ou d'améliorer la reprise des équipements en fin de vie, ce qui n'est pas proposé aujourd'hui. D'accord. Nous, à la métropole de Lyon, on a eu un peu la même problématique. Alors, on a travaillé sur les gants, pas spécialement sur les vêtements de travail. Mais une des difficultés, c'est que les personnes qui nous fournissent, c'est des distributeurs. Et que les distributeurs, ils n'ont pas forcément la main sur la production et donc sur comment peuvent être éco-conçus ces produits en vue d'être réemployables, recyclables. Du coup, je me demandais justement, par exemple, RG, est-ce que vous êtes un distributeur ou un producteur et comment vous travaillez avec les uns et les autres? Alors, on est à la fois distributeur et fabricant. Alors, on n'a pas nos propres sites de production, mais on a une marque propre. Donc là, effectivement, on a la main puisque c'est nous qui faisons le cahier des charges et qui choisissons quel fabricant va réellement fabriquer. Donc on a la main effectivement sur toute notre marque propre. Et après, on travaille en partenariat avec nos fournisseurs. Et du coup, on a mis en place au début 2020, en fait un système de notation de l'ensemble de nos produits, donc aussi bien notre marque propre que l'ensemble des produits de nos fournisseurs. Un système de notation sur 4 critères environnementaux. Donc le système s'appelle Air Green et l'objectif du coup c'est vraiment à la fois de faciliter le choix de nos clients au sein de notre offre, qu'ils puissent facilement identifier les produits les plus éco-responsables, puisque chaque produit du coup est scoré selon ces 4 critères. Donc vous voyez des petites planètes dans notre catalogue du coup de 0 à 4 planètes selon que les critères sont remplis. Donc c'est un moyen à la fois de faciliter le choix de nos clients, qui sont de plus en plus soucieux de pouvoir identifier facilement ces produits. Et puis c'est aussi un moyen de valoriser et d'encourager nos fournisseurs
à avoir cette démarche, puisque une des planètes, du coup, un des critères, c'est pas l'éco-conception, mais c'est la conception à partir de matériaux recyclés, à partir de 15% minimum de matériaux recyclés. On a mis volontairement, ça peut paraître rien, 15%, mais c'est déjà énorme sur un marché comme le nôtre où ça se fait très peu. Donc voilà, en mettant ce critère-là, volontairement exigeant. Voilà, alors c'est des démarches qui sont assez longues, hein. La conception d'un produit, ça se fait pas, ça se fait pas très rapidement, mais voilà comment nous, en tant que distributeurs, donc entre le client et le fournisseur, on a trouvé cette solution. Donc les 4 critères, le premier c'est la démarche RSE du fournisseur qui soit évalué, certifié par un organisme extérieur. Donc là, on a beaucoup de nos fournisseurs qui faisaient des choses en matière de RSE, mais qui n'avaient jamais fait valider leur démarche. Donc là, on les encourage à le faire et ça fonctionne. Le deuxième critère, c'est le lieu de fabrication du produit. Alors on est sur un sourcing principalement asiatique, hein, sur ces produits-là. Pas que, mais quand même beaucoup. Parfois parce que le savoir-faire n'existe plus en Europe, et parfois pour des raisons de coût. Donc avec ce critère-là, on encourage aussi, mais c'est pareil, ça se fera pas du jour au lendemain, mais on encourage aussi nos fournisseurs à revenir produire plus proche de nous. Donc le critère, c'est à la fois 2000 km de la France, mais on a croisé ça avec un autre critère qui est l'index IPE, pour être sûr que ce soit fabriqué dans un pays, certes pas loin de la France, mais qui aussi respecte des normes en matière environnementale. Donc il faut que le pays soit dans le top 30 de l'index IPE. Donc voilà, on a croisé, donc c'est un petit peu compliqué, donc on a fait toute une charte pour nos fournisseurs. Et le troisième critère, c'est la labellisation. On attribue une planète quand le produit a obtenu un label Écolabel, Ecotex, GOTS, etc. Donc on a une liste de labels qui permettent d'obtenir la planète. Et donc le dernier critère que j'évoquais en préambule, du coup, c'est l'éco-conception, enfin la conception à partir de matériaux recyclés. Donc voilà comment nous, à notre échelle, en tant que distributeurs, certes fabricants, mais quand même on commercialise beaucoup de produits qui ne sont pas fabriqués par nos soins. Donc effectivement, comme vous le disiez, Laureline, du coup, forcément, on n'a pas la main sur tout. Donc voilà, avec ce système de notation, comment on fait bouger les lignes. Et puis voilà, ensuite, c'est en participant à ce type d'expérimentation et effectivement, en ne se contentant pas, entre guillemets, de vendre des produits à nos clients, mais vraiment en les accompagnant aussi pour gérer la fin de vie de ces produits-là. Désolée, du coup, la réponse était un peu longue. C'était complet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres partages de pratiques au sein d'autres structures ? Élise Cabrol, Enedis, peut-être apporter un témoignage à la question que font les collectivités locales sur le retraitement des vêtements. J'ai envie de vous dire, chacun à notre niveau, soyons acteurs de cette démarche. Pour Enedis, je pense que déjà il faut donner un signal sur le territoire qu'effectivement nous disposons de ces vêtements images de marque usagés. Et nous voulons en faire quelque chose. Pourquoi nous voulons en faire quelque chose ? Parce que, comme l'évoquait Alexandra, c'est véritablement une attente des salariés qui nous disent dans leur engagement pour réduire l'empreinte carbone, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça recoupe nos ambitions RSE de réduire notre empreinte carbone pour atteindre la neutralité en 2050. Donc voilà, on essaie de se prendre en charge, on se met en réseau avec les autres acteurs du territoire pour voir comment créer en local des solutions pour trouver une deuxième vie à nos vêtements images de marque. Alors sur Lyon, je dirais, on a pu échanger avec le 107 et j'ai bonne confiance sur le fait qu'on puisse déboucher ensemble sur une filière qui va donner une deuxième vie à ces vêtements images de marque. Et puis plus prosaïquement, j'ai travaillé dans des régions plus rurales et j'ai le souvenir de Romorantin, Lanthenay, donc une petite base opérationnelle où on avait 15 salariés. Ces 15 salariés avaient été frappés
à la porte des industries du coin, et ils avaient construit un partenariat que j'ai eu la chance, je dirais, de signer en local, et on fournissait nos vêtements images du marque à une entreprise de Romorantin pour fabriquer de la bourre pour canapé en local. Alors déjà, je dirais, j'ai vu d'un très bon œil cette approche, parce que je dirais c'était véritablement une émergence d'une démarche proposée par les salariés en local dans le territoire. Après, moi j'ai envie de vous dire, je pense que sur Lyon on peut faire mieux. On peut faire mieux parce que ces vêtements gardent de la valeur, et il faut éviter de dégrader la valeur du vêtement dans le réemploi, dans le réusage. Alors je dirais, vous le voyez bien, hein, quand on fait de la bourre de canapé à partir de vêtements comme ça, ça dégrade la valeur. Voilà. Mais je dirais, c'est déjà ça. À nous de trouver ici sur Lyon une filière de deuxième vie à ces vêtements qui maintiennent la valeur de ce matériel pour, je dirais, garantir toujours plus de pérennité dans cet écosystème-là. Voilà. Donc, oui, réemploi en local, et autant que faire se peut en dégradant le moins possible la valeur de la matière première. Merci beaucoup. On a une autre question par ici. Alors bonjour à tous, je suis Marilyn Bernal, donc acheteur national à la SNCF sur les vêtements de travail EPI. Et on souhaitait intervenir tout simplement pour partager avec vous donc le fait que notre entreprise est très investie sur la partie RSE. Aujourd'hui, au niveau des consultations, puisque là on parle de critères achats, pour l'identification des fournisseurs dans le cadre de notre consultation, on a une vraie partie de notation imposée sur le volet RSE qui est de 20% chez nous. Quel que soit le type d'appel d'offres, de dossier, on a un critère de notation équivalent à 20%. Dans ces critères de notation sur cette partie RSE, et plus précisément sur tout ce qui est vêtements de travail EPI, puisqu'on est sur le sujet, on est en pleine consultation actuellement. Et on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas encore de vraies solutions sur le recyclage, mais que nos fournisseurs, nos fabricants sont en train d'œuvrer, et des solutions transitoires sont en train d'émerger, comme le CSR, entre autres. Et ce qui est important, c'est de se dire, même si aujourd'hui on n'a pas encore une solution à 100% sur la partie recyclage, on peut déjà réfléchir et commencer par l'éco-conception. Nous, nos vêtements, à la SNCF, on est 56 000 porteurs, on a plus de 1 020 000 vêtements en circulation. Et nos vêtements aujourd'hui sont dont la matière première est 100% made in France. Voilà. Et il faut savoir que le tissu représente 70% du coût du prix du vêtement. Donc c'est pas la manufacture qui représente le coût le plus important, mais c'est bien la matière première, le tissu. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est vraiment de challenger nos fabricants à faire de la confection 100% made in France, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais on sait que le 100% Euromade est atteignable en attendant. Et bien sûr, la gestion de fin de vie du vêtement est aussi importante. Donc on est vraiment ouvert voilà, à toute opportunité, à tout groupe de travail, et bien sûr partager les réflexions sur le sujet. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Michel Lopez. Donc moi j'ai en charge l'économie circulaire à la SNCF, et je suis vice-président d'Oré. Doré, qui est une association dont le stand est quelque part par là, que je vous invite à visiter. Donc nous sommes à l'origine de ce que vous avez appelé FreeVep, filière de recyclage industriel des vêtements professionnels, et que nous allons prolonger par un projet qui devrait s'appeler FREPI, filière de recyclage des épis. Nous avons proposé à tous les fabricants, à tous les donneurs d'ordre de se joindre à nous pour faire des tests, pour enfin savoir sur l'année 2022 si la matière constituante de ces tenues haute visibilité, parce que quand je parle d'épis, c'est uniquement les tenues haute visibilité, si on peut en faire quelque chose en dehors du CSR, et si la matière qui reste est suffisante pour qu'on puisse faire, comme vous avez dit, soit des nappes, et quel type d'isolant est-ce que l'on pourrait créer en le mélangeant à d'autres types de vêtements professionnels.
Les vêtements professionnels, c'est le parent pauvre aujourd'hui du recyclage. Et dans le vêtement professionnel, le parent encore le plus démuni, ce sont les épis et la LTHV. Donc FreeVep est en train de se prolonger par une phase pré-industrielle qui va s'appeler Firex. J'ai derrière moi le coordonnateur futur de Firex en la personne de Synergie TLC. Donc Firex va donc devenir FreeVep va devenir Firex avec une localisation probablement Aura ou Lyon Métropole, ça dépend de ce que vous proposez. En tous les cas, ce sera surtout basé sur les vêtements dits images et sur les chutes de production. La partie des épis, des tenues haute visibilité, aujourd'hui n'est pas intégrée dedans parce qu'on ne sait pas comment la traiter. Vous avez parlé des 2 verrous qui sont aujourd'hui difficiles, qui sont le démantèlement de tout ce qui est point dur et le tri. Donc il faut faire ça dans des conditions industrielles parce qu'aucune entreprise ne peut s'offrir des coûts à la tonne faramineux sous prétexte qu'on a créé des emplois dans l'ESS, ce qui est sympa, mais ça peut être pour le tri, mais c'est pas forcément pour le démantèlement, parce que dans ces cas-là, on se retrouve avec des coûts à la tonne qui ne sont pas supportables économiquement. Surtout qu'il n'y a pas de prix de revente spécifique pour ces matières-là. Les acheteurs qui peuvent les reprendre sont des équipementiers, l'automobile, etc. On vend que de la matière textile, on vend pas du cuivre. Il faut juste avoir en tête que ça rapporte pas grand-chose. Donc ça reste un centre de coût pour les donneurs d'ordre. Néanmoins, l'idée de tous les donneurs d'ordre, c'est de faire au mieux de nos vêtements en fin de vie. C'est d'éviter l'enfouissement, alors ça c'est quelque chose de clair, au mieux de faire du CSR et au mieux de voir comment est-ce qu'on peut recycler, quitte à prendre certaines matières et de les mélanger à d'autres pour faire des produits isolants. Mais ça, c'est une phase, on le saura à l'issue de ces tests de ce que l'on va appeler FREPI. Voilà. Et donc, on invite aussi la métropole de Lyon et toutes les collectivités qui voudraient se joindre à ce grand projet FREPI. Parce qu'on va avoir besoin de monde. Le ticket d'entrée, en gros, est de 10 000 €. Et l'idée, c'est d'arriver à réunir un budget suffisant pour faire des tests, une fois pour toutes, pour tout le monde. Voilà. Et dans cette démarche-là, les fabricants sont autour de la table. Merci beaucoup. Merci pour ce retour d'expérience, notamment sur FREPI. Avec plaisir après pour continuer d'en discuter, notamment si ça se passe à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, bien sûr, j'entends aussi ce que vous dites sur... il faut trouver en gros l'équilibre entre là où on peut créer des postes en insertion pour les acteurs de l'ESS, parce que c'est, en tout cas dans notre démarche, c'est un des objectifs clés. Bien sûr, après, il faut que ça reste un modèle économique rentable, mais voilà, ne pas oublier ça aussi. Donc merci en tout cas d'avoir partagé ça. Est-ce qu'on a d'autres remarques ou d'autres questions? Donc, pour les prochaines étapes, notre collectif reste ouvert. La discussion, comme je disais tout à l'heure, il manque 2 ateliers pour finir la phase conception, mais nous sommes ouverts à recevoir vos apports, vos inquiétudes, vos questions et finalement structurer et fortifier ce collectif qui va lancer une expérimentation en 2022. Donc, notamment, je pense qu'aujourd'hui, l'échange, c'était très important parce qu'on valide que la réparation, c'est un axe et c'est un enjeu important, qu'il y a des acteurs qui travaillent sur le recyclage et qu'un peu, il y a tout le monde qui cherche des solutions sur le recyclage, mais c'est important sur la filière réparation, comprendre qu'il y a des enjeux sur les cycles de vie, et sur la pérennisation des différents vêtements professionnels et aussi sur l'implication d'acteurs. Donc, nous, on laisse les portes ouvertes pour continuer l'échange avec vous. Et on va faire un challenge des projets de certaine manière d'ici la fin de l'année. On a 3 projets à expérimenter. Donc, on attend aussi un retour du terrain, des acteurs terrain, des entreprises, des experts pour challenger et vraiment pour structurer et lancer cette expérimentation en 2022.
Et on cherche aussi des terrains tests, donc des propositions des entreprises, des acteurs qui ont envie de tester, soit sur une petite partie de gisement, soit sur un axe formation, sur un axe structuration du projet aussi. Donc on cherche des terrains, soit des entreprises, des collectivités. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour travailler ensemble. C'est un peu l'invitation à la fin 207. Toujours, c'est comment on peut arriver ensemble et construire des solutions pour les territoires. Donc, merci à la Métropole de Lyon, merci à nos invités pour cette retour et merci Lucie pour l'animation de l'atelier.